Amis de TV Auxois, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 5e magazine mensuel. Tout d'abord, des excuses au Laïtou et au cabaret taquin. Un problème technique nous a empêché de monter le reportage que nous avons enregistré. Au sommaire ce mois-ci, Yaya le clown, Federico Garcia Lorca au château de Chailly-sur-Armançon et pour finir un reportage sur texte qui vient de se faire évincer de l'émission de télévision Les Amours. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous à Meilly sur Rouvres avec Yaya. Comment on arrive à Meilly-sur-Rouvre avec un chapiteau ? Avec un camion et une remorque. Mais sinon, on cherchait un lieu où on avait possibilité d'avoir assez de terrain pour pouvoir mettre le chapiteau et faire des événements. On a fini par trouver ici, qui est en extérieur de village, qui est quand même repoussé, donc on a moins de problèmes à faire un peu de bruit. On ne devient pas clown par hasard, on ne devient pas jongleur par hasard. Tout ça sont des métiers qui s'apprennent. C'est des métiers qui s'apprennent. Alors, moi, j'ai commencé en tant que danseur. Ne trouvant pas de travail en revenant en France après mes études aux États-Unis, j'ai cherché à continuer à faire du spectacle parce que c'est ça que je voulais. Et du coup, je suis tombé sur un maître de l'acrobatie italienne, Lucio Nicolodi, qui m'a fait découvrir tout l'univers du cirque. D'abord, Yaya, ça vient d'où ? Yaya, ça vient d'où ? Alors Yaya, c'est mon nom de clown, parce que c'est comme ça que ma sœur m'appelait quand elle était toute petite, ma petite sœur. Alors en plus d'être un chapiteau où vous produisez du spectacle, vous êtes dans la semaine une école de cirque. Une école de cirque, le but c'est aussi d'arriver à ramener les cours de danse ici, qui pour l'instant restent à Chassenay, mais cours de danse, cours de claquettes, cours de cirque, pour les enfants et les adultes. On a dépassé les 80 adhérents cette année, on est content parce que ça veut dire qu'il y a du public intéressé aux arts et à la culture. Les projets, c'est de faire une petite programmation spectacle tous les mois, entre concerts, pièces de théâtre, spectacles de cirque, de clown, du cabaret. On va essayer de créer une petite programmation qui soit pas trop lourde pour nous non plus et puis qui permette d'ouvrir la culture dans le milieu rural. Belle initiative culturelle, mais il faut une sacrée dose d'optimisme. On croise les doigts pour lui. Maria Dueñas donnait un concert au château de Chailly-sur-Armançon en cette fin janvier, devant un nombreux public, sous le charme de cette Andalouse, moitié dijonnaise, moitié sévillane. Aube d'été. Les montagnes lointaines surgissent avec des ondulations suaves de reptiles. L'atmosphère,
infiniment cristalline, enveloppe le paysage d'une mate splendeur. Bonjour. Vous êtes en spectacle au Château de Chailly ce soir. Présentez-vous, qu'on vous connaisse un peu mieux. Bien, donc je m'appelle Maria Dueñas, je suis chanteuse et comédienne. Et ce soir, ce sont des poèmes de Lorca que j'ai mis en musique et sur lesquels je suis accompagnée par Patrick Lori à la guitare. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le spectacle, le théâtre, je travaille avec des enfants, je monte des spectacles pour les enfants et je chante aussi beaucoup. Mais Federico Garcia Lorca, c'est pas un hasard, apparemment votre nom a une consonance espagnole. Et oui, je suis andalouse d'origine, mes parents sont originaires de Granada, donc c'est la ville de Lorca. Donc effectivement, j'ai une petite affinité avec cette terre-là. Empieza el llanto de la guitarra, se mueren las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blanco. Un texte maintenant qui nous vient de ces poèmes gitans, un extrait, San Gabriel. Un bel enfant de jonc, larges épaules, taille mince, le teint de pomme nocturne, grands yeux, bouche douce amère, et les nerfs d'argent brûlant rôdent dans la rue déserte. Ses souliers de cuir verni brisent les dahlias de l'air au rythme double qui chante comme de brefs deuils célestes. Au rivage de la mer, il n'est palme qui l'égale, ni empereur couronné, ni astre brillant en marche. Lorsqu'il incline la tête sur sa poitrine de jaspe, la nuit, pour s'agenouiller devant lui, cherche des plaines. Les guitares sonnent seules pour l'archange Gabriel, ennemi juré des saules et dompteur de tourterelles. Saint Gabriel, l'enfant pleure dans le ventre de sa mère. N'oublie pas que ton costume, les gitans te l'ont offert. Vous chantez dans la langue? Oui, bah oui, c'est ma langue maternelle en fait. C'est ma langue natale. Je suis bilingue parfaitement, mais c'est Vous les êtes obligé racines. un peu de traduire. Bien qu'on soit tous latins, on comprend un peu quand même le sens, mais il y a des finesses qu'on n'est pas forcément apte à comprendre. Donc vous expliquez entre les chansons? Je lis les textes en français, je les chante en espagnol, des fois oui, des fois juste quelques phrases, plus pour se laisser aussi emmener par la langue, parce que c'est bien aussi d'être dépaysé, de ne pas tout comprendre, ou pas tout comprendre avec la tête, mais de comprendre autrement. Oh, si vuelve, amor mío, caminero flotante, y sin raíces el cielo caerá sobre mi espalda sudorosa. Oh, si vuelve, amor mío, caminero flotante, y sin raíces el cielo caerá sobre mi espalda sudorosa. Noche mía de menta y lápiz,
voce mia dementa il la vi la soli la pis la soli la pis la soli la pis la Gérard, notre réalisateur, compte parmi ses amis Tex, qui vient, disons le mot, de se faire virer des amours. Il lui avait consacré un documentaire de 52 minutes il y a quelques années. En voici la première partie. Pour ma part, je vous dis à dans un mois et portez-vous bien. Tu vas demander de parler de Tex, mais alors il y a une chose que je voudrais savoir, c'est moi qui vais poser une question. C'est quoi son vrai nom? Je ne veux pas donner mon prénom, je ne veux pas donner mon âge. Presque je suis né avec Tex d'un refus d'autre chose, sûrement, tu vois. Je connais pas son vrai nom, je connais pas son vrai nom. Ça fait 15 ans que je me les mange. Hein, Vous les voyez, tous les matins, ils sont là. Oh, les photos d'être là. On vient de Tournon-sur-Rhône. Oh. En face de dernier étage. Oui, oui. Ah, papa me dit quelque chose. Me dit quelque chose, on t'en prend une. Content d'être là. Hein, qu'est-ce qu'il y a? J'entends rien. On va pas me brancher sur l'autone. Comment j'étais à l'école, moi je faisais le con sans arrêt, je crois. J'ai le souvenir d'avoir passé un temps fou dans le couloir. J'étais tout le temps viré. Et quand j'étais viré dans le couloir, je faisais le con au-dessus des... Donc on voyait ma main, et puis après je sautais avec la tête et tout. Alors ils me remettaient à l'intérieur parce que ça foutait le moins le bordel. Non, c'est ce qu'il désirait comme toujours, qu'amuser les gens. Il a commencé à l'école. C'est là que ça a commencé. Je suis très heureux de le voir comme ça et de savoir qu'il est heureux dans ce milieu-là. Mais j'ai beaucoup appris, hein. J'étais un bon élève. Parce qu'en même temps, mon père m'a inculqué le résultat sportif, le classement. Nous, on était 6 dans la famille, il fallait être bien placé dans le classement des 6. Et ça a commencé à l'école, parce qu'à l'école, les cours, c'est pas intéressant. Il avait saisi tout de suite. Il lançait les patins au plafond, ou il organisait des trucs. J'ai été obligée de l'enlever de l'école. Donc je le remets dans une école un peu plus sévère. J'ai retrouvé cette semaine un papier, une punition. Madame, votre fils venez le chercher, il est puni d'école pendant 2 jours, il a amusé toute l'école. Et je suis allée le chercher, il était à Saint-Dizier à l'époque. Puis le père, il me dit, je peux pas le gronder, il dit c'est bien ce qu'il fait, c'est amusant, mais il a amusé toute la classe, je suis obligée de servir d'exemple, vous voyez? Donc c'est dans sa nature. Bien sûr, cette salle magnifique. Oh là là, pétez les fauteuils tout de suite. Comme avec les Rolling Stones. Voilà, et la presse qui fait des photos que personne ne verra jamais. Ça va, messieurs, dames? Dis donc, vous êtes drôlement courageux en tout cas d'être là. Oh là, je n'en reviens pas que les gens continuent à venir au spectacle avec tout ce qui se passe. Et ça a été aussi un grand sportif. Hein. Ah oui? Ah oui, oui. Mais il n'a pas pu continuer le foot parce qu'il a eu des accidents de sport. Il a en référence un titre de champion d'académie de hand. Oui, il a fait... Champion de France de hand. En scolaire, il a fait beaucoup de sport. En collège, en académie, quoi. Il a fait aussi de l'athlétisme. Et en athlétisme, il faisait du DM. Du 400 mètres haies. Et puis du 3000 mètres steeple. Ce qui est assez difficile. Il a fait école normale et il était instituteur. Ouais, l'école normale d'instituteur, ouais.
Parce que quand je voulais un truc, je le faisais, hein, d'une manière générale. Le seul vrai truc que j'ai raté, c'est peut-être footballeur professionnel, mais peut-être que je le voulais pas assez. J'étais assez frêle. C'est pour ça l'histoire de Aimé Jacquet qui dit à Pires, muscle ton jeu, c'est assez fondamental. Il y a plein de mecs comme ça qui n'ont pas le physique, qui n'ont pas des petits blancos comme moi. On n'avait pas le physique. Donc je prenais des coups. Et puis un jour, comme j'étais assez vif, je suis allé dans les buts et là, j'étais gardien de la. J'étais cadet et je crois que déjà en cadet, j'étais gardien de la première. Enfin la première, pour nous, c'était de la division d'honneur, première série. Donc là, c'était un bon niveau. J'ai failli être gardien de l'Aube, etc. Et puis j'ai failli être recruté par Troyes. Enfin, j'ai failli après. Hein. Je voulais être instit, ouais. Donc j'ai raté une fois le concours, une deuxième fois dans l'école privée et la troisième fois, je l'ai eu. Ils en prenaient 12 et j'ai fini 10e. Et souvent, je pense à ça, c'est que les footballeurs professionnels, c'est quand même des mecs qui ont sacrifié leur jeunesse. Moi, j'ai pas sacrifié ma jeunesse, j'ai fait des teufs. Et à partir du moment où je suis sorti et que j'ai joué le dimanche derrière, j'ai commencé à me péter un peu la cheville, un petit peu les ligaments, un petit peu ceci, et puis après, t'es foutu pour le foot. Il y a une vraie discipline de vie dans le foot. Hein. Je me présente, Général Boll. Général Boll de tous fourbis, vieille noblesse française, font pompe fermée. Vous en aurez, nous en aurons, plein le dos, plein le tac, plein pour les guenillons, des gamelles et des bédons. Allons de Dieu. Merde, c'est laquelle? Rien à foutre, je touche la pension. Allons de Dieu. Ah, je peux vous dire que ça va chier, hein. Parce que là, vous rigolez, mais là, il y a un Mourmelon, fort de la pompette, Bailly-le-Camp, on est à fond. Moi, je suis à Montfort-l'Amaury avec 80 hommes de réserve, je peux vous dire que dès que... on y va. On a prévu pour aller chercher le pognon. On va attaquer le Luxembourg, Monaco et la Guadeloupe. C'est chez nous. Prévenez les mecs. Il obligeait ses sœurs et ses cousins et cousines à faire du théâtre. Il y en a une qui dit « je viendrai plus parce qu'il faut qu'on apprenne des pièces ». Elle voulait plus venir. Il faisait ça dans nos greniers. Dans le grenier, il faisait une salle de théâtre. Nous, on était les invités d'honneur, donc on ne payait pas, mais il faisait payer ses frères et sœurs. Mais on est de moins en moins sur les paysans. Parce qu'on a été remembrés. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a des grosses exploitations. Ça fait plaisir à la femme, elle est contente. Ma femme s'appelle Fernande. Elle est contente, ma femme Fernande. À chaque fois que je l'appelle, Fernande, oh putain, ça me le fait, hein. Dès que je l'appelle, putain, je dois vous voir les petits. Pas les paysans, parce qu'on a du pognon, par contre, hein. Putain, c'est grâce à Chichi, le grand. Il a beaucoup de combines. Un jour, il dit comme ça, Chichi, il dit aux paysans, il dit vous allez faire du maïs. Ah bon? À croire que les Français, ils bouffent que du pop-corn, tu vois. Mais le maïs, vous faites le maïs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous le ramassez, vous le brûlez, et on touche les choux de Bruxelles. Moi, je jouais rue de la Trinité dans un tout petit théâtre qui s'appelait l'Atelier de la Trinité où on faisait beaucoup d'impro. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marie, il venait faire des impros aussi, Bigard. On avait chacun une troupe de théâtre de notre côté. Lui, il avait les gros chanteurs à la gueule de bois et moi, j'avais l'Atelier 3. 3 comme théâtre, Trinité et 3, quoi, voilà, la ville. Les 3 T, ça s'appelait. Et puis voilà. Après, on a décidé de monter à Paris. On a pris 2 grosses claques d'ours dans la tronche, mais on l'a quand même fait. Après, finalement, pas avoir voulu bouffer de la vache enragée, comme disaient mes parents. Tu vas bouffer de la vache enragée, j'ai pas envie. Je me suis dit, je vais aller manger plutôt du saumon, de l'espadon et des plats préparés. Et c'était ça au Club Med, parce qu'en même temps, on bouffait bien, il y avait des filles et tout. C'était le paradis, je vous l'ai dit. Grâce à lui, nous, on a fait des voyages extraordinaires dans les clubs méditerranéens qu'on n'aurait jamais fait, hein. Particulièrement au Brésil. Hein.
La scène, ça m'a toujours intéressé. Donc là, je suis monté sur scène la première fois avec une guitare en bois. Je me souviens, c'était à Chamonix. Je faisais une parodie de Kid Creole and the Coconuts avec ma guitare en bois. J'avais l'impression d'être Mick Jagger, quoi. C'était ça. Après, au bout de 2 ans, on m'aurait dit tu reprends la guitare en bois. Je fais attends, c'est bon, il y a des nouveaux qui arrivent, laisse-les. Salut, brother. C'est moi, je suis revenu. C'est moi, t'as rien. Ça, c'est j'ai les lunettes Peace and Love. Tu sais, c'est Peace and Love, c'est pas Mercedes. Hein. Peace and Love, oh là, le délire. Mais par contre, vous avez vu ça, le délire que c'est ça? C'est ma copine Clarisse, mon amour, la compagne de mes... Elle m'a offert ça. Tu comprends que ta copine, elle t'offre ça, bon, tu comprends le message, hein? Bah ouais, elle veut que je lui offre un pull. Je suis sorti du Club Med, j'ai été travailler 1 an à Télé Monte Carlo. J'ai eu une chance énorme parce que ce qui est difficile quand on sort du Club Med, c'est de trouver le même cadre. Si tu reviens à Paris, tu deviens neurasthénique. Et coup de bol, on me fait une proposition pour aller travailler à Monaco. Donc je suis à nouveau au bord de la mer avec des gens beaux, avec des boîtes de nuit, de l'argent. Ça me fait une transition. Et au bout de cette année-là, je me dis, est-ce que je vais faire une vie d'animateur ou est-ce que je vais quand même retourner sur scène, parce que je voulais monter sur scène. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je fais un festival du rire. Le premier festival du rire que je fais, c'est au Vigan. Et là, j'ai un one-man show de 40 minutes. Je ne sais même pas comment je l'ai travaillé d'ailleurs. J'ai dû le faire tout seul et tout. À l'arrache totale. Et comme j'avais mes 40 minutes, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 minutes à Paris? Je vais aller voir les cabarets. Jean-Marie, il a une phrase assez juste. Il dit, le bonheur n'est pas au sommet, le bonheur, il est sur le chemin. Et c'est vrai que quand tu refais le chemin, tu te dis, regarde tout ce qu'on a fait tous les deux là. Quand on faisait les cabarets et tout, il y avait des soirées, on s'en rendait pas compte. On se les fait après, rétrospectivement, on se dit, on se faisait des super soirées. Tex, je m'en souviens très très bien. J'étais à l'époque directrice d'un dîner-spectacle dans le 5e arrondissement à Paris qui s'appelait Le Pénitencier. Et je cherchais de nouveaux artistes. Et un jour, je téléphone à une agent artistique qui s'appelait Michel Beauvais et je lui dis « Oh, j'aimerais bien voir quelques nouvelles têtes ». Elle me dit « Oh, j'ai un gars qui arrive du Club Méditerranée, qui est formidable, tu devrais l'essayer, etc. » Pourquoi pas? Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Tex. Je vais dans les cabarets et je me dis, ça c'est redoutable à faire. Si j'arrive à faire ça, je pourrais tout faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant 4 ans, où j'ai joué 2500 fois, voire 3000 fois en 4 ans. Là, tu apprends ton métier, quoi. Après, tu sais faire. Tu n'as plus peur de personne. Et c'est ça qui m'a donné ma tchatch d'animateur. C'est ça qui m'a donné mes spectacles. Et puis ça a été mon départ. Ça, c'est la base. Ça, c'est une base beaucoup plus solide que le théâtre de Bouvard. Il a l'œil qui rit, Tex. Et il peut même dire des horreurs, mais il le dit avec tellement de... Il y a toujours ce petit truc dans le fond de l'œil qui fait que ça passe et un sourire désarmant. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup, beaucoup. Guiguette! Ah, Guiguette! Bonsoir! C'est Francis! Guiguette! Francis Holm, l'ami des enfants et des fufilles. Ah, Guiguette, fufi! S'il y a une fufille qui veut qu'il nous raccompagne à la fin du pestac, pas de problème, c'est pas moi qui conduis la voiture, moi j'ai fait que du vélo. C'est Émile, mon ami Émile. Émile Louis. S'appelle Émile Louis Joly. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué parce que bon, après avoir été directrice de dîner-spectacle, le pénitencier chez ma cousine, bon, j'ai racheté La Main au panier avec Gérard. Et bon, il n'a jamais travaillé forcément à La Main au panier, mais par contre, de temps en temps, le soir, d'un seul coup, pof, la porte s'ouvrait en plein milieu de soirée. Qui on voyait arriver? Tex. Il est arrivé de faire le bœuf, même avec un autre artiste. Voilà, c'était toujours en toute simplicité. Il arrivait, des fois avec son épouse, allez hop, on buvait un verre. Il est toujours dans le... C'est le mec simple, sympa.